Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cycle de webinaires organisé dans le cadre de la Semaine de l'Industrie. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de vous présenter rapidement le programme et nos invités. Les thématiques industrielles sont parfois complexes, parfois méconnues, mais sont vraiment au cœur des transformations économiques. Et cette semaine, la Semaine de l'Industrie, c'est l'occasion parfaite pour mettre en lumière les enjeux cruciaux et ceux qui les font avancer. Chacun de nos invités, tout au long de la semaine, incarne une expertise unique et une passion communicative, je trouve, pour leur domaine. Et c'est pourquoi on a décidé de les rassembler, d'organiser, dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, une semaine entière de webinars pour présenter en fait l'incroyable dynamisme de l'écosystème industriel. Je vais présenter dans un instant notre invité, mais cet après-midi, vous pourrez retrouver le directeur industriel du groupe ADF. Demain, on donnera la parole à WIN, qui est un cabinet conseil spécialisé dans la transformation des organisations. Mercredi, c'est Olivier Lancy, le rédacteur du rapport Réindustrialiser la France, qui interviendra et qui donnera ses pistes justement sur la réindustrialisation. Jeudi, on aura le témoignage de WePackUp, un industriel spécialisé dans le packaging. Et enfin, vendredi, c'est le cabinet MITI qui nous rejoindra pour présenter l'association des industriels et montrer également l'importance du marketing pour les industriels et le secteur du B2B. À l'occasion de la Semaine de l'Industrie, c'était l'occasion de mettre en avant l'ensemble de ces speakers et de faire vraiment briller l'écosystème qui travaille autour des industriels. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Hugo Duc, qui est un expert plus que reconnu dans l'optimisation des performances industrielles. Peut-être le connaissez-vous déjà, car il est très actif sur LinkedIn avec une mission, rendre accessibles les concepts clés d'industrie. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire juste après ce webinaire. Au programme, le taux de rendement synthétique, ou TRS pour les intimes. Il s'agit d'un outil souvent perçu comme complexe, mais qui peut devenir un levier redoutablement efficace pour fédérer les équipes et piloter les chaînes de production. Merci beaucoup Hugo d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse maintenant la parole. Merci beaucoup pour cette présentation et cette introduction. L'idée, moi, aujourd'hui, ça va être de vous parler donc du TRS et de comprendre est-ce que le TRS, c'est l'ami ou l'ennemi de la performance industrielle. Durant cette présentation, qui va durer, j'espère pour moi, entre 15-20 minutes, je vais essayer d'être concis pour essayer d'aller droit à l'essentiel, mais ça va être de comprendre comment est-ce qu'intégrer le TRS, c'est aussi engager les équipes vers un objectif commun et centré sur la performance et sur la qualité. Donc, pour ça, on va suivre un fil rouge sur la présentation. On va d'abord essayer de comprendre un peu qu'est-ce que le TRS pour être tous sur les mêmes bases et donc en comprendre les différents mécanismes, les erreurs qu'on peut avoir autour du TRS. Donc ça va être à peu près une dizaine de minutes et ensuite j'essaierai d'évoquer avec vous la partie cas d'étude. L'idée, ça va être de vous présenter un cas d'étude que j'ai pu mener en Angleterre et qui m'a vraiment marqué sur la manière dont j'ai pu intégrer l'outil de par l'implication qu'il y avait eu sur le terrain et comment est-ce que les gens qui étaient dans l'usine ont réellement su intégrer l'outil de manière simple et efficace. Et ensuite, on pourra éventuellement faire un passage rapide sur la démonstration d'Evocon, qui est l'outil que j'ai pu déployer dans l'usine. Donc pour faire simple, le TRS, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de performance qui permet d'identifier rapidement les signes vitaux de votre chaîne de production et de comprendre où est-ce que sont les pertes de performance. L'idée, ça va être d'avoir un indicateur en pourcentage qui va de 0 à 100%. Plus il est proche de 100%, mieux c'est. Et comment est-ce qu'on le calcule? Ça va être assez simple, donc ça, je vais vous le présenter juste après. Mais dans un premier temps, l'idée, ça va être de comprendre quels sont les enjeux du TRS et qu'est-ce que l'on va essayer de travailler avec ce TRS. Ça va être donc d'améliorer la productivité et la performance des équipements. L'idée, ça va vraiment être de monitorer, d'identifier les points d'amélioration sur nos équipements, mais ça va être aussi de faciliter le quotidien donc, du personnel sur les lignes de production, parce qu'on pense souvent à la performance machine, mais on ne pense pas toujours à la performance donc, quotidienne du personnel. Donc, ce qui est important, c'est de veiller à ce que le personnel n'ait pas à se déplacer dans tous les sens, perdre du temps inutilement, ce qui impactera le TRS, comme on pourra le voir. Ça va être d'identifier du coup les différentes NVA, donc non valeurs ajoutées, qui sont donc l'ensemble des gaspillages qu'on peut retrouver dans l'industrie. Et ensuite, ça va être donc d'améliorer la qualité des produits et aussi de démarrer. C'est pour moi en fait le TRS, donc je vous l'expliquerai avec la partie sur
l'implémentation en Angleterre, ça va être de démarrer une démarche d'amélioration continue vraiment efficace. Pour moi, c'est un outil vraiment efficace pour ce point-là. Mais avant ça, ça va être de comprendre donc du coup comment est-ce qu'on le calcule. Il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, si aujourd'hui vous n'avez pas de TRS dans l'usine, ça va être de déterminer le nombre de pièces bonnes produites du premier coup, c'est très important, sur le nombre total de pièces qui auraient dû être produites théoriquement sur le temps donné de production. Donc ça va vous permettre d'avoir un chiffre, un nombre, un pourcentage, le rapport de l'un sur l'autre. Mais avec ça, on ne va pas avoir une vision claire de où est-ce qu'on a des pertes. Pourquoi est-ce qu'on a 40, 50 ou 60% de TRS? Ce temps total moins les arrêts planifiés. Et dans le TRS, on ne prend pas en compte ces arrêts planifiés. Ça, c'est très important. L'idée du calcul, c'est le calcul du TRS. En fait, il y a différentes manières de le faire. Et l'une des manières, c'est de le prendre sur un basique. C'est le nombre de pièces bonnes produites du premier coup. Ça, c'est très important. On ne prend pas les pièces retouchées. Sur le nombre de pièces qu'il aurait dû être théoriquement produit sur le temps de production. Et ça va nous donner finalement un indicateur, un nombre. Et ce nombre-là, il sera intéressant à moindre mesure. Donc ça va nous permettre d'avoir un état de l'art et de savoir comment est-ce que notre usine de production, elle fonctionne, dans quel état est notre usine de production. Mais on ne va pas pouvoir comprendre les causes sous-jacentes aux pertes qui font que ce nombre, il diminue. C'est pour ça qu'il existe une norme, la NFE 60-182, qui permet en fait de cadrer le TRS et du coup de décomposer le TRS en différentes sous-parties afin d'en comprendre les causes sous-jacentes et d'avoir un nombre qui est finalement utilisable. Donc le TRS, pour faire simple, selon la norme, c'est un temps total sur une journée sur lequel on va retrancher des temps d'inactivité, qui sont des fermetures, des arrêts planifiés, non planifiés, cadence et non qualité. Dans le TRS, ça va être le temps utile sur le temps requis. Donc on va prendre en compte les non-qualités, les écarts de cadence et les arrêts non planifiés uniquement. Les arrêts planifiés ne sont pas pris en compte dans le calcul du TRS. Donc là, ça va être hyper important de positionner les arrêts en planifié ou en non planifié. Ça ne va pas avoir le même impact sur l'indicateur final. Mais pour faire simple, parce que ça c'est la norme, donc ça peut paraître souvent très complexe, l'idée c'est de décomposer cette norme-là en 3 grands facteurs qui sont la disponibilité, la performance et la qualité. Le TRS, finalement, c'est le facteur de ces 3 paramètres-là. Pour exemple, dans cette usine-là, on part du principe qu'on a une disponibilité de 60%, de 89% et de 97%. Le facteur de ces 3-là nous donne un pourcentage de 65%. Ce qui fait que notre TRS dans l'usine est de 65% et l'objectif, ça va être d'atteindre ces 100%. Ces 100% ne sont pas forcément atteignables tout le temps. C'est même jamais le cas. Et l'idée, ça va être de comprendre du coup ces pertes sous-jacentes, ces gaspillages. Par exemple, on connaît très bien les Muda Murimura, donc c'est les différents gaspillages qu'on peut retrouver dans l'industrie, et d'aller les travailler pour augmenter ce nombre-là et tendre vers 100%. Donc là, on a donné 3 gros paramètres, c'est intéressant, mais finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ces paramètres et quelles sont les pertes qu'on peut y retrouver? La disponibilité, on peut la comprendre sous deux grandes pertes. C'est les arrêts non planifiés et les ajustements. Dedans, on va prendre en compte les pannes, les casse-outillages, les changements de série, les réglages et les manques composants. Donc là, l'intérêt, ça va être d'aller chercher ces différents paramètres et de les éliminer pour augmenter notre taux de disponibilité. Pour la performance, ça va être les micro-arrêts et les ralentissements. Donc ça va être les nettoyages rapides, capteurs défaillants ou vérins grippés, machines sous-dimensionnées, par exemple. C'est non exhaustif, il y a plein d'autres causes qui vont toucher la performance, par exemple. Et pour la qualité, ça va être les rebuts de production, mais aussi les rebuts de démarrage. On a tendance à les oublier. Mais les rebuts, lorsqu'on démarre une ligne de production, on a tendance à avoir des problématiques sur les premières pièces produites parce qu'on va avoir des défauts de fabrication. Et finalement, lorsqu'on va retrancher tout ça à notre temps de production, on va avoir notre temps net de production. Et l'idée, ça va être justement d'aller chercher tous ces paramètres-là et de les éliminer pour avoir une vraie productivité et pouvoir identifier, pour pouvoir augmenter notre taux de productivité sur la ligne de production. Hop. Et il y a, de par mon expérience que j'ai pu avoir dans les différentes usines pour lesquelles j'ai travaillé, il y a différentes erreurs que j'ai pu constater. C'est penser que chaque paramètre a la même importance. En fait, suivant l'industrie dans laquelle on est, un paramètre n'aura pas la même importance. C'est-à-dire qu'une industrie dans le médical, le paramètre qualité a une importance beaucoup plus importante qu'une industrie où la qualité ne serait pas forcément le facteur le sous-jacent, le plus important dans le service client.
Donc là, l'intérêt, ça va être vraiment de pondérer, mais si j'ai 98% de taux de qualité, est-ce que finalement, c'est vraiment bien? Est-ce qu'il ne faut pas que je sois encore au-dessus? Parce que, bah, je dois avoir une non un 0 qualité, pointé parce que, bah, j'ai des problématiques qui font que, bah, je ne peux pas me permettre d'avoir de la non qualité sur mes produits. Si je vends à des chirurgiens, si je vends à des médecins, des médicaments, par exemple. Ensuite, c'est de penser que le TRS n'est qu'un problème de maintenance. Le TRS, souvent, il y a maintenance et on va essayer d'améliorer les disponibilités de l'équipe en ajoutant de la maintenance. Le TRS n'est pas simplement un problème de maintenance, on a pu le voir, mais c'est un problème de qualité. L'autre erreur courante que j'ai pu constater, ça va être d'utiliser le TRS pour fliquer. Le TRS, ce n'est pas un outil de flicage, c'est vraiment un outil qui est fait pour améliorer le quotidien et la performance des utilisateurs. Donc, le TRS, s'il est implémenté dans une usine pour fliquer les opérateurs, on peut être sûr que ça ne fonctionnera pas. Les autres erreurs que j'ai pu constater, c'est les erreurs, donc c'est de rester avec un TRS très élevé à plus de 90%. Souvent, bah, ça va être un manque d'ambition ou simplement bah, pour se faire plaisir au management avec des tableaux verts. Mais bon, là, ça ne sert pas à grand-chose parce que finalement, si les concurrents font mieux, ben, on sera perdant. Et les trois autres erreurs qu'on peut constater, donc ça va être de ne pas avoir tous les arrêts, avoir toutes les machines qui produisent à 100% ou ne pas avoir un système de remontée d'informations. Parce que oui, le TRS, c'est un outil, mais ça, je vais l'évoquer juste après. Ça ne fait pas tout, c'est un moyen. Ce qui va être important, c'est comment et qu'est-ce qu'on construit autour de cet outil-là. Donc pour ça, je vais vous parler donc de l'expérience que j'ai pu avoir en Angleterre avec un déploiement d'une solution qui s'appelle Evocon, qui est un outil d'analyse de performance TRS et qui me permet d'analyser très simplement le TRS dans les usines. L'idée, c'était aujourd'hui, l'usine, elle avait une problématique, elle souhaitait mettre en place une démarche d'amélioration continue. Elle souhaitait mettre une démarche d'amélioration continue et elle souhaitait aussi suivre les performances de ses lignes de production. La problématique, c'est que c'était donc une manufacture, donc du manufacturing discret avec différents postes de charge et comment dire, une remontée d'informations très limitée parce que le suivi du TRS était fait sur papier. Et là, la problématique, c'est qu'il n'y avait pas d'historique. Il y avait également une remontée très limitée puisque finalement, les gens mettaient à peu près ce qu'ils voulaient sur ce document-là et on n'en faisait rien puisqu'on avait un chiffre, un nombre mais qui était pas compris de tous et qui servait juste à dire ben, on a 80-70% de TRS, mais finalement on ne faisait rien avec. Et sur le terrain, on sentait une frustration parce qu'il remontait des faits, mais qui n'étaient jamais traités. Et là, l'idée, ça a été de travailler le TRS comme un outil central à la démarche d'amélioration continue. Pourquoi? Parce qu'en fait, le TRS, dans le déploiement dans une usine, pour moi, il permet donc de démarrer une démarche d'amélioration continue si on n'en a pas, parce qu'il va permettre du coup de travailler sur des gaspillages en mettant en place des SMED, des 5S, du Kanban par exemple, mais aussi d'impliquer le terrain. Et c'est ce que j'ai pu voir. En fait, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire adhérer le terrain au TRS qui est vu comme un outil de flicage. Parce que quand je déploie le TRS, aujourd'hui dans les usines, on peut voir qu'il est vu directement comme un outil de flicage par les opérateurs, sans que je veuille que ce soit un outil de flicage. C'est-à-dire que les opérateurs vont me dire, mais tu vas suivre tous mes faits et gestes, tu vas voir quand est-ce que je vais en poste, tu vas me minuter, etc. Donc là, comment est-ce qu'on peut pallier ce problème-là? Ça va être de travailler sur ce que j'appelle des quick wins. Ça va être de travailler sur des éléments qui vont apporter de la valeur très rapidement à l'opérateur et à l'ensemble de la chaîne. Donc là, l'intégration, elle doit se passer en plusieurs étapes. L'intégration, la première étape, ça va être d'identifier une ligne de production. On peut souvent se dire, on va identifier une ligne de production qui est goulot, qui est la plus difficile dans l'atelier. Oui, ça peut être une façon de faire, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt travailler sur une ligne de production sur laquelle on pourra avoir des résultats concrets, rapides et efficaces. Sur laquelle on n'est pas obligé d'attendre 6 mois pour avoir des résultats. Sur laquelle il ne faut pas des investissements à rallonge pour avoir des résultats. Parce que l'idée, ça va être d'amener de l'adhésion à l'outil. Ça va être de trouver des solutions concrètes et rapides à des problématiques terrain. L'autre étape, ça va être de trouver un key user. Donc, ça va être de trouver une personne qui va être prescripteur, qui va, elle, euh, permettre de déployer l'outil très simplement sur le terrain. Et pour ça, en fait, dans l'usine dans laquelle j'étais, j'avais un opérateur qui, sur sa ligne de production, j'avais identifié ma ligne de production, et cet opérateur-là n'arrêtait pas de me dire, je remonte des informations en permanence. Mais ces informations-là, bah, elles servent à rien, donc j'arrête de le faire puisqu'on n'améliore jamais le processus. Et là, l'idée, c'était de lui dire, tu vas voir, on va installer un outil qui va te permettre, toi, de remonter ces informations et d'avoir des données qui sont factuelles, sur lesquelles on ne peut plus rien dire et on sait qu'elles sont vraies.
Et là, simplement, déjà en installant le TRS, mais en ne remontant, c'est-à-dire en ne donnant aucune information sur le type de défaut qu'on avait, on avait déjà un recalage et on avait gagné 15%, 15 points, juste en mettant un suivi semi-automatique. C'est-à-dire qu'en fait, les opérateurs sur la ligne de production se sont automatiquement re-régulés. On voyait qu'ils trichaient un peu le matin, ils arrivaient avec 15 minutes de retard. Le soir, ils partaient avec 15 minutes d'avance. Le midi, les changements d'équipe étaient un peu longs. Mais en fait, ils n'ont pas vu ça comme un outil efficace. Mais là, ils se sont dit, OK, maintenant, c'est une opportunité de pouvoir améliorer ce qui n'allait pas. Et on va leur montrer que on est actif, on est proactif dans cette démarche. Et donc là, la démarche était complètement inverse. L'opérateur ne se sentait plus comme fliqué, mais comme ben, acteur du changement. Et l'idée, c'était de le faire vraiment devenir acteur. Et comment faire pour aller encore plus loin? C'était de construire tout ce qu'il y avait autour du TRS. Comme je l'ai dit, le TRS, c'est un outil, c'est un moyen, mais à lui seul, il ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir. On peut avoir le meilleur outil du monde, le truc le plus performant du monde, mais si on n'a pas une structure qui est cohérente autour, on ne pourra rien en faire. C'est pour ça que l'idée, au travers de cet outil-là, ça va être de créer, donc, de trouver une ligne, un key user, mais avec ça, de mettre autour de cette information-là une remontée d'informations qui va être claire, qui va aller du terrain, bottom to top management. Et là, on a créé en fait finalement des AIC, des petits pôles de remontée d'informations, 5 minutes, 15 minutes et 30 minutes, dans lesquels j'ai fait participer l'opérateur. Il pouvait du coup mettre en avant ces différents indicateurs, mettre en avant les problématiques de performance qu'avait sa ligne de production et voir que les sujets que lui avait remontaient petit à petit dans l'échelle. Si les sujets étaient très compliqués, il voyait que c'était remonté au point 15 minutes, puis si ce n'était pas traité, au point 30 minutes, et là, finalement, on avait escaladé toute la chaîne de remontée d'informations et des actions étaient prises et mises en place pour justement pouvoir améliorer ces problématiques. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de secret. Si, le seul secret pour moi, finalement, on va dire, pour installer le TRS, ça va être de choisir la bonne ligne de production sur laquelle on va pouvoir avoir des quick wins très rapidement. Ça va être d'avoir un key user sur qui on peut compter, qui est prescripteur, qui va pouvoir en parler à la pause avec ses collègues, qui va pouvoir en expliquer concrètement à quoi ça sert et qu'on puisse mettre en place des actions rapides qui feront que son quotidien est mieux et mieux qu'avant. Et dernier point, ça va être de construire toute la remontée d'informations autour de ce système pour pouvoir démontrer au terrain qu'il y a un intérêt au TRS. Donc ça, pour moi, ça va être la formule qui va justement permettre de remonter ça. Et finalement, l'outil que j'utilise pour le TRS, c'est Evocon. Et pourquoi j'utilise cet outil-là? C'est pour un autre facteur, c'est que souvent dans l'industrie, on va utiliser des outils très complexes, très vieillots, qui ressemblent à du Windows XP. Là, l'intérêt, ça va être de travailler avec un outil qui est visuel, comme on peut le voir là, et qui est simple d'utilisation. Donc là, si je peux me permettre de faire une petite démonstration de l'outil. Bon, en fait, là, l'idée pour moi, c'était de déployer un outil, ok, certes, mais qui soit user-friendly, qui soit agréable et facile d'utilisation. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir démontrer simplement rapidement que sur une équipe, eh ben, on a en vert le bon temps de production, en rouge des arrêts et en jaune des ralentissements. L'idée, c'est de sélectionner en 2 secondes la typologie d'arrêt, pas perdre de temps avec ça, dire que c'est un nettoyage machine, par exemple, mettre un commentaire et enregistrer. Et en fait, petit à petit, l'opérateur, sur ces temps d'arrêt qui sont rentrés de manière semi-automatique, puisque c'est connecté à la chaîne de production, ça va justement de remonter ces informations au travers d'un dashboard qui va permettre de voir rapidement les pertes de performance, les pertes de productivité et faire différents parétos qui vont nous permettre d'analyser les pertes et les gaspillages. Et là, en fait, l'opérateur, il peut voir concrètement ce qui se passe et c'est visuel, c'est-à-dire que on ne pourra pas démonter ses propos sur le terrain en disant mais non, ça marche très bien, c'était comme ça déjà avant. Non, là, ok, il y a un problème de changement de série, il va falloir améliorer ça. On fait un SMED, on améliore et on passe à l'étape suivante, on réduit le prochain gaspillage. Donc, le système, oui, l'outil est aussi hyper important, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit un outil user-friendly, agréable. Et c'est avec ces différentes techniques et méthodologies que j'ai pu mettre en place qu'aujourd'hui, le TRS, j'arrive à l'intégrer très rapidement dans les usines et en faire un outil de productivité et un levier de productivité. Je vais revenir sur un sujet que je n'ai pas abordé, mais il existe 3 grandes méthodes pour collecter les données.
il y a le manuel, le semi-automatique et l'automatique. Le manuel, c'est sur papier, c'est très bien pour démarrer. Le semi-automatique, ça va être un outil comme j'ai pu vous le présenter. On va allier machine-homme, donc c'est-à-dire que c'est quand même l'homme qui va rentrer les données. Et là, l'intérêt, ça va être de sensibiliser l'opérateur aux problématiques de la ligne de production. Et finalement, il y a l'automatique, tout est fait par des automates. Mais moi, je suis moins fan parce que du coup, on va enlever cet aspect humain. Et l'idée, c'est vraiment de rendre acteur l'opérateur sur sa ligne de production, afin qu'il comprenne bien ces problématiques. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. L'idée, c'était de vous présenter que ça fonctionnait de manière très synthétique pour aller beaucoup plus loin et de vous présenter au travers d'un cas d'étude comment est ma méthode d'intégration du TRS avec les différents leviers sur lesquels on peut jouer pour que ça soit qu'il y ait une adhésion au niveau de l'ensemble de l'usine. Merci beaucoup Hugo, c'était très clair et le fait de t'appuyer effectivement sur les visuels, enfin, notamment la solution que tu as présentée, ça répond à beaucoup de questions. Pour le public, vous avez la possibilité de poser directement des questions dans le chat qui est en bas à droite. Moi, j'avais une question. Quelles sont les erreurs courantes que les entreprises commettent lorsqu'elles commencent à mettre en place un TRS? Bah, l'erreur la plus courante va être pour moi déjà d'utiliser le TRS pour la mauvaise raison, c'est-à-dire fliquer l'opérateur. C'est ce que je vois le plus souvent. Et en fait, si on part avec cette envie-là de fliquer l'opérateur, on peut être sûr que ce sera un échec à la fin, puisque l'ambition ne sera pas finalement d'améliorer les performances de la ligne de production et les conditions de travail de l'opérateur, mais simplement de savoir quand est-ce qu'il prend sa pause. Et ça, c'est la plus grosse erreur que je peux voir et qu'il faut absolument éliminer avec cet outil-là. D'accord. Et est-ce que le TRS, du coup, c'est synthétique, on l'applique de la même manière, quel que soit le secteur industriel, et c'est quelque chose d'assez transversal, ou il y a quand même besoin de l'adapter en profondeur en fonction du secteur industriel où on va le déployer? Mais il faut l'adapter en fonction, plus du secteur pour moi, ça va être du contexte de l'usine. C'est-à-dire, où est-ce que, effectivement, l'intérêt de déployer le terrestre sur toutes les machines, pas forcément. Mais par contre, le déployer sur les goulots, puisque finalement, l'amélioration de l'output, du flux du processus, c'est d'améliorer le goulot. C'est-à-dire que c'est lui qui fait la cadence. Si on n'améliore pas le goulot, on aura beau améliorer tout ce qu'il y a autour, ça ne servira pas à grand-chose. Donc pour moi, c'est outre le secteur d'activité, puisqu'on peut l'appliquer dans tout secteur, pour des machines autant mécaniques qu'automatiques ou manuelles, même avec des opérateurs qui font la manipulation. C'est vraiment travailler sur des machines très spécifiques et pas travailler toutes les machines en parallèle, parce que ça ne sert pas à grand-chose. On va juste perdre du temps. Ok, on va améliorer une machine techniquement, elle va produire plus, mais si le goulot, lui, n'est pas amélioré, l'output ne sera pas amélioré. Et dans ce cas-là, on n'aura pas gagné en productivité et on n'aura pas de potentiel de capacité supplémentaire. D'accord. Je vois qu'il y a une question dans le chat, je te la lis. On voit que Oui. les opérateurs ont besoin de roue libre 15 minutes en début de journée. Comment dire à l'encadrement que ce respect de la roue libre opérateur est un gage de productivité et d'égalité? Alors, moi, c'est juste roue libre, c'est quoi? C'est démarrer 15 minutes après avoir commencé la journée. C'est juste le terme de roue libre que j'ai pas. Je crois qu'on a une précision en termes de. Je pense qu'effectivement, c'est cette espèce de période tampon où ils commencent peut-être pas à l'heure même. Je ne sais pas si la personne qui a envoyé le message, si vous pouvez préciser un petit peu. Oui, c'est Ok, ça. c'est Ne pas pas toujours. toujours Oui, être à fond. c'est là où c'est l'importance des managers et du middle management. Ça va vraiment être de comprendre que on peut pas être à 100% tout le temps. On n'est pas des machines, justement, on est des humains. Mais ça va être de trouver un juste milieu entre je fais rien et je travaille. Parce que vraiment, quand on a mis le TRS en place dans l'usine, oui, les gens, ils venaient plus 15 minutes après, mais ils venaient peut-être 5 minutes après. Mais ces 10 minutes-là, on les gagnait en nettoyage, on les gagnait en maintenance de niveau 1, par exemple. On les gagnait sur les passations de règles ou d'informations entre les différentes équipes. Donc, oui, ces 15 minutes sont parfois intéressantes en termes de gage de productivité et de qualité, dans une certaine mesure. Moi, je suis
plutôt d'avis de dire que, bah, on est quand même là pour, un but commun, c'est produire, de délivrer, les clients. Donc ça va plutôt être de respecter les temps de production puisque finalement, on a prévu de produire, tant de temps. Si on respecte pas ce temps de production-là, effectivement, bah, derrière, on va devoir faire des overtime, bah, des nouvelles machines de production et cetera. Donc, il faut pour moi, c'est une question de management à ce niveau-là. C'est juste, bah, tant qu'on a atteint nos objectifs de production, bah, oui, on peut laisser, place à certaines libertés, pour les opérateurs, quoi. Je sais pas si tu vas me rejoindre, mais ce qui m'a vraiment marqué dans ton intervention, c'est quand tu précisais que le meilleur outil ne fait pas tout, même s'il est complet, même s'il est ergonomique, etc. Mais il faut vraiment une adhésion des équipes pour Ouais. que ça marche en fait. Tu donnerais quel conseil justement pour réussir à fédérer les équipes et en particulier peut-être des collaborateurs non techniques ou qui montrent qu'ils sont réticents parce qu'ils se sentent peut-être fliqués ou qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler avec ces types de méthodologies? Comment les fédérer justement pour, quand ils ont pas l'habitude? Est-ce que tu as Heu, un use case ou quand tu es intervenu dans bah, une en fait, entreprise? fédérer vient pour moi du key user, toujours pareil. En fait, c'est pour ça que je disais, il y a ces différents pôles et ces différents pôles vont permettre de travailler, des leviers et d'avoir ces points-là qui semblent parfois compliqués. Le key user, lui, justement, va pouvoir de fédérer les gens qui sont pas familiers à ces outils-là, qui, veulent pas ces outils parce que ça leur va très bien, qu'ils les utilisaient pas auparavant. Le key user, il est justement là pour montrer que, bah, cet outil-là, il a amélioré son quotidien et que c'est un outil vraiment qui lui permet de gagner en rapidité, en confort de travail et de plus avoir à répéter, j'ai tel problème et c'est pas résolu et je râle et c'est ce qu'on comprend mais et du coup, ça va permettre de montrer très rapidement, bah, les gains et en fait, ça se fait naturellement. Une fois que les personnes autour ont identifié et vu, bah, ce qui s'est passé, sur la ligne de production, A, beh, ils vont vouloir la même chose sur la ligne de production B. Et ça se fait assez naturellement. C'est des processus qui se font pas du jour au lendemain, mais c'est des campagnes qui prennent 3 à 6 mois généralement sur le déploiement. D'accord, il faut quand même l'avoir en tête aussi au moment de le mettre en place. 3 mois, c'est pas. Bien sûr. Évidemment, il n'y a pas de miracle, mais c'est vrai que ça ne se fait pas du coup en 24 heures ou en une semaine. Non, Il faut le temps. Et puis tu en parlais aussi du key user qui va en parler à la machine à café. Donc c'est peut-être ça aussi cet c'est espace ça. de roue libre ou ce moment effectivement de flottement, mais dans lequel il y a effectivement de l'implicite qui s'installe, de la confiance, des échanges Mmh. sous forme de respect de Oui, la personne. ça parle de key manager également, j'ai vu dans les commentaires. Intéressant, key manager, oui effectivement. Bah, i dans le key user, donc il y a celui qui va être prescripteur de l'outil et le key manager, pour moi, il va permettre d'accompagner ce key user là dans la remontée d'informations. Donc dans ce cas-là, dans l'usine dans laquelle j'étais, c'était moi, on va dire, le key manager. Bon, je connaissais l'outil, par cœur, mais je l'accompagnais sur, comment faire, les remontées d'informations, comment être clair, synthétique, et lui montrer, le processus qui avait été mis en place et le faire participer à l'amélioration de ce processus-là. Mais effectivement, c'est très important de dissocier, key user du key manager. Le key manager est là vraiment pour accompagner, le key user sur le terrain, sur le déploiement. Vu que tu as eu l'occasion d'implémenter le TRR et a priori aussi en Australie, est-ce que tu sens des différences de mentalité, d'approche, en tout cas, dans la mise en place, dans la réception, à la fois effectivement par l'équipe dirigeante et ensuite par les collaborateurs qui travaillent sur les machines? Oui, d'un côté, mais je pense que ça va dépendre du contexte de l'entreprise et le pourquoi du comment, dans quelle situation elle est actuellement. Par exemple, moi, je travaille actuellement pour une entreprise qui effectivement a de grandes difficultés avec l'amélioration continue et la maintenance, même si la maintenance ne fait pas le TRS, mais c'est quand même une grande partie aussi, de l'amélioration du TRS. Aujourd'hui, en fait, avant de déployer le TRS, parfois, il faut faire un travail de fond et effectivement, je vois des différences culturelles et là où je suis actuellement, c'est produire, produire, produire et malheureusement, quand ça tombe en panne, on répare et on perd 4 heures, pas vraiment de maintenance préventive. Donc là, pour moi, il y a déjà un travail amont à faire, sur, l'amélioration continue et les bonnes pratiques de maintenance, et le pourquoi du comment, produire tout le temps, ça a des côtés néfastes et qu'il faut savoir parfois arrêter la machine pour, sécuriser sa production. Donc oui, je vois des différences culturelles, mais après, je pense que je pourrais voir la même chose, à force en faisant du grand nombre en France, d'une usine à l'autre, ça va dépendre C'est vraiment. plus une approche.
c'est un problème pour moi de top management. C'est-à-dire que le problème, il va venir de est-ce que le top management a vraiment envie d'améliorer ses process et dans une démarche d'amélioration continue. Pour moi, ça vient d'en haut. Si ça vient pas d'en haut, si c'est pas bien identifié en haut, et ben dans ce cas-là, on va avoir en bas peu d'actions qui vont être efficaces. Donc on pourra faire ce qu'on veut, on pourra déployer le TRS de la manière dont je vous l'ai expliqué. Si le top management n'est pas impliqué, ça fera pas grand-chose. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois pas. Du coup, je propose de clore ce webinaire en te remerciant une fois encore, Hugo, pour ton intervention, la qualité et le caractère vraiment pédagogique de ton intervention. Ben, merci beaucoup, on reste en contact en tout cas et c'était un vrai plaisir.